Comment comprendre et investir dans les crypto-monnaies? Posez-vous sérieusement la question parce que là, votre épargne va vraiment souffrir avec l'inflation qui revient en force. Cette semaine, mon invité est Philippe Herlin, économiste et essayiste, spécialiste des crypto-monnaies et auteur de Bitcoin, Comprendre et investir aux éditions Erol. Dans cet épisode d'AZAP, il partage avec nous l'histoire de la crypto-monnaie, nous l'explique et nous donne sa vision sur les opportunités qu'elle offre. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je suis économiste et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Voilà, donc j'ai fait des études d'économie à l'université, Nanterre, Dauphine, et j'ai une thèse doctorat au CNAM. Ça m'intéressait à les arts et métiers. Voilà, donc au début, j'ai commencé à m'intéresser aux travaux de Gonan Mandelbrot et Nassim Taleb, le signe noir. Voilà, donc la question du hasard dans la théorie économique. Et puis ensuite, j'ai écrit des livres sur le sujet sur lequel je me consacre aujourd'hui, qui sont les questions qui tournent autour de la monnaie. J'ai écrit sur l'or, sur le pouvoir d'achat, sur la dette et sur le Bitcoin. Voilà. J'ai écrit le premier en 2013, donc c'est un des tout premiers livres sortis en langue française sur le sujet. Voilà, c'était un e-book publié par Erol, ensuite 2018, et puis le dernier en septembre dernier. Voilà. Alors, Bitcoin, j'y suis venu de façon un peu bizarre. Je m'intéressais justement dans les questions de monnaie, je m'intéressais aux monnaies locales. J'avais lu plusieurs livres là-dessus. On était vers le 2010 à peu près. Et puis, donc ça m'intéressait parce que voilà, ces monnaies qui apparaissaient, voilà. Et puis, quand j'ai découvert le Bitcoin, alors je comprenais pas trop comment ça marche. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une monnaie complémentaire, mais pour tout le monde, pour le monde entier, puisque c'est disponible sur Internet, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser. Et puis ensuite, j'ai lu, j'ai rencontré Pierre Noisa, qui est le fondateur de Paymium, qui est la plateforme la plus ancienne en France et peut-être dans le monde d'ailleurs aussi, pour acheter et vendre des bitcoins, qui a été créée en 2009, 2011, 2011, juste 2 ans après le lancement de Bitcoin. C'est une des plus anciennes. Voilà, puis j'ai lu, voilà. C'est une monnaie qui fonctionne de façon, c'est une monnaie numérique qui fonctionne de façon décentralisée. Monnaie numérique, ça on connaît tous. Hein, la plupart des euros qu'on utilise, ils sont sous forme numérique. Hein, on n'utilise quasiment plus des billets ou des pièces. Mais c'est centralisé, c'est-à-dire quand on fait une transaction chez un commerçant, bah, c'est notre banque qui valide le fait qu'on a dépensé telle somme auprès de tel commerçant. Enfin, voilà. Et l'idée des créateurs de Bitcoin, c'était de faire une monnaie numérique, mais sans tiers de confiance, c'est-à-dire sans structure hiérarchique et de façon, et ça fonctionnerait sur un réseau quoi, distribué. Quoi, voilà. Donc, c'est décentralisé, ça veut dire qu'il y a personne ne possède Bitcoin, il n'y a pas une entreprise qui possède Bitcoin. Bitcoin ne se trouve pas sur un serveur, parce que sinon ce serait une fragilité énorme, évidemment. Et ça fonctionne comment? Parce que si personne n'est là pour valider la transaction, comment les transactions peuvent se produire? Ben, les transactions, elles sont validées par la communauté. C'est-à-dire qu'elles sont en clair, c'est-à-dire qu'on peut voir en direct que tel numéro de compte envoie tant de Bitcoin à tel autre numéro de compte. Ça, c'est en clair. Et c'est validé par la communauté, par les mineurs. Et donc, ça fonctionne de cette façon-là. Et la blockchain, la base de données des transactions, elle est dupliquée à des milliers d'exemplaires. Et voilà, donc c'est pour ça que personne ne peut la contrôler et mettre la main dessus. Voilà. Donc, ça donne une indépendance absolue par rapport à l'euro ou par rapport au système bancaire. Et puis, les autres aspects fondamentaux du Bitcoin, c'est le fait que c'est limité à 21 millions. On est actuellement à 19 millions à peu près. Donc, il y a pas c'est une ressource rare. Il n'y aura pas de planche à billets sur le Bitcoin. Voilà, donc, c'est une bonne façon de se protéger de l'inflation.
voilà, c'est l'or, mais avec la possibilité accrue par rapport à l'or il n'y a pas de coût de transport. Donc, on peut payer très facilement et on peut payer même des biens qui valent très peu cher. On peut payer sa baguette de pain avec du Bitcoin parce que on va jusqu'à la 8e décimale, donc il n'y a pas de problème. Alors que payer la baguette de pain avec de l'or, c'est pas possible. Hein, donc c'est plus, voilà. Donc, ou alors, il faut rendre la monnaie, mais enfin, ça devient autre chose. Enfin, c'est plus compliqué. Donc, ça a des avantages par rapport à l'or. Maintenant, l'or, c'est différent parce que l'or a un historique plus ancien. L'or, hein, c'est un élément de confiance. Donc, moi, je défends les deux, quoi. Bon, je défends plus Bitcoin que l'or, mais et je considère que voilà, dans un patrimoine, il faut avoir de l'or, il faut avoir de l'or physique, il faut avoir des bitcoins. Voilà. C'est une bonne sécurité, surtout dans les temps actuels où les prix se mettent à déraper, quoi. Voilà. Les mineurs, c'est ceux qui valident les transactions parce que et pour ça, alors parce que tout ça est basé sur la cryptographie, donc ce serait un peu long à expliquer, mais ils doivent résoudre des problèmes mathématiques complexes, donc ils font tourner des ordinateurs 24 heures sur 24. Et c'est ça qui permet de garantir ce qu'on appelle la preuve de travail. Voilà. Et ça permet de garantir la solidité de Bitcoin, c'est-à-dire le fait que même si un État voulait mettre la main sur Bitcoin en construisant d'énormes fermes de minage pour essayer d'avoir la majorité, puis ensuite pouvoir changer le code ou choses comme ça, bon, même ça, ça pourrait être combattu par les bitcoiners, ceux qui défendent Bitcoin. Voilà, donc ça donne une grande solidité pour le Bitcoin. Voilà. Donc, les mineurs participent à ce travail de validation. Ça consomme de l'électricité, ça fait partie des débats qui tournent autour du Bitcoin, mais bon, voilà, c'est un prix à payer pour avoir une monnaie parfaitement fiable, voilà, que tout le monde peut utiliser et dont tout le monde sait que ça peut pas, que cette monnaie ne peut pas être manipulée. Voilà. Et puis ça se termine par de l'hyperinflation. Alors de l'inflation forte, on est entre 5 et 10 en Europe, on est à 50% en Argentine ou en Turquie. Là, ça commence à devenir assez inquiétant. Ça se termine par de l'inflation. Et le Bitcoin, alors oui, c'est vrai, le Bitcoin, il a fait le chemin inverse en fait. C'est-à-dire qu'au tout début, il avait une confiance nulle. Il y avait quelques geeks, quelques bitcoiners qui l'utilisaient, mais personne l'acceptait comme paiement au début. D'ailleurs, ça valait rien, donc ça valait rien. Et puis, il y avait une très forte inflation, parce qu'au début, les bitcoins étaient créés et le nombre de bitcoins existants était très faible par définition. On a commencé à zéro, en fait. Voilà, c'est à zéro, donc ensuite, toutes les 10 minutes, on créait 50 bitcoins. C'est la récompense qui était offerte aux mineurs et qui diminue, qui est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est pour ça qu'on va plafonner à 21 millions. Voilà. Donc, au départ, il y a 50 bitcoins qui se créaient toutes les 10 minutes. Donc c'était quelque chose d'inflationniste, quoi. Voilà. Donc, alors après, cette inflation a très vite diminué. Et puis ensuite, le bitcoin a montré sa résilience, son intérêt. Et progressivement, il a acquis de la confiance, quoi. Voilà. Mais il a fait l'histoire inverse des monnaies étatiques, quoi. Donc, c'est assez, voilà. Je trouvais ça assez amusant de le signaler, quoi. Le Bitcoin circule parce qu'il y a la blockchain. La blockchain, c'est la base de données de toutes les transactions qui ont lieu depuis que le Bitcoin existe, quoi. Et cette blockchain, eh bien, toutes les 10 minutes, elle s'enrichit en quelque sorte de nouvelles transactions qui viennent s'ajouter, voilà, donc, à cette base de données qui est partagée. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je parlais de monnaie décentralisée tout à l'heure. Elle est partagée. Elle ne réside pas sur un serveur que l'on pourrait craquer ou voilà. C'est ça qui donne sa solidité. C'est le fait que voilà, il n'y a pas de centre. Bitcoin est la première historiquement, hein. Mais aujourd'hui, il en existe des milliers, quoi. Voilà. Il y en a d'autres qui sont créées. Alors, certaines répondent à des vrais demandes, c'est-à-dire que Bitcoin, lui, s'est vraiment concentré sur la réserve de valeur et le paiement. Voilà, ça a été créé pour ça. Après, on s'est rendu compte que la blockchain qui permet justement de gérer ces paiements, ces virements d'un compte à l'autre, eh ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'autres choses avec. On pouvait construire des services financiers, on pouvait construire des services de prêt, par exemple, de crédit, plein de choses comme ça.
et que c'était un peu une base, voilà, sur laquelle on pouvait élaborer des services. Et celui qui a perçu ça, le premier, c'est Vitalik Buterin, qui a créé Ethereum en 2016 et qui a dit, lui, le côté réserve de valeur, c'est pas ce qui l'intéresse, hein, il met ça au Bitcoin. Ce qui l'intéresse, c'est de créer une sorte d'ordinateur mondial, c'est-à-dire que sur cette base, sur la base Ethereum, chacun pourra créer des services, créer sa propre crypto-monnaie aussi. Et Ethereum a connu le succès sur ce créneau-là. Et maintenant, c'est la deuxième en termes de capitalisation. Alors, qui est plus très loin de Bitcoin, il représente à peu près un tiers plus de la capitalisation de Bitcoin, ou la moitié. Enfin bon. À une époque, en juin 2018, il est monté à 80% de la valeur de Bitcoin. Voilà, mais c'est la deuxième très solidement installée avec la médaille d'argent, on va dire. Ensuite, il y en a d'autres il y en a d'autres qui viennent pour des besoins spécifiques. Par exemple, il y a le BNB, qui est la monnaie de Binance, qui est la crypto-monnaie de Binance, qui est la première plateforme au monde. Le fait d'acquérir des BNB, ça vous permet de faire des transactions sur cette plateforme en payant moins de frais. Voilà, donc c'est un peu, voilà, donc c'est BNB a créé ça, et puis ça a connu un énorme succès parce que Binance est la première plateforme au monde. Donc le BNB fait partie des plus grosses crypto-monnaies. Voilà, il y en a d'autres qui sont sur des créneaux plus spécifiques. Voilà, mais il y en a aussi beaucoup qui sont là pour concurrencer soit Bitcoin, soit Ethereum, qui font beaucoup de communication, qui parlent beaucoup, mais qui n'apportent pas beaucoup de preuves et pas beaucoup de partenariats et pas beaucoup de clients, hein. Donc, il faut aussi se méfier de ça, quoi. Voilà, c'est pas ceux qui parlent le plus qu'il faut suivre, hein. C'est ceux qui font vraiment des projets, qui développent tout un écosystème. Voilà, ça c'est l'élément de confiance crucial. Voilà. Le code de Bitcoin, parce que là, oui, un élément aussi, c'est que tout fonctionne en open source, c'est-à-dire que le code qui fait fonctionner Bitcoin, il est parfaitement public. Donc, n'importe quel informaticien qui s'y connaît peut reprendre ce code-là, il modifie quelques paramètres et puis il dit, voilà, j'ai créé ma crypto-monnaie. Bon. Ensuite, est-ce que ça va marcher? Il faut qu'elle apporte quelques intérêts, il faut qu'il y ait des gens qui l'utilisent, hein, sinon ça va rester. Mais n'importe qui peut créer une crypto-monnaie, voilà, et c'est ça qu'il faut savoir. Alors, un jour, sur un blog, sur un forum, il y a un mec qui a dit, je vais créer une crypto-monnaie, ça s'appelait Dogecoin, et c'est parti comme une blague, et puis finalement, ça existe encore aujourd'hui. Et puis, il y a des gens comme Elon Musk qui en parlent. À mon avis, ils font plus de tort à l'écosystème de la crypto que de bien en parlant de ces crypto-monnaies-là. Mais bon, voilà, c'est un fait. Et donc, le Dogecoin a connu ces derniers mois une ascension assez stratosphérique. Voilà, mais son fondateur lui-même, il croyait pas. Et il y a quelques années, il a revendu tous ses Dogecoins pour s'acheter une Honda Civic. Il les avait gardés. Aujourd'hui, il serait multimilliardaire. Voilà. Et bon, il a quitté le projet. Voilà, et il s'est acheté une petite caisse. Bon, voilà, il a peut-être quelques regrets maintenant. Voilà. NFT, ça veut dire token non fongible. Alors, qu'est-ce que la fongibilité? Moi, si j'ai un billet de 10 euros et vous, si vous avez un billet de 10 euros, on peut se l'échanger parce que n'importe quel billet de 10 euros vaut un billet de 10 euros. Donc, il n'y a pas de. C'est aussi vrai pour le Bitcoin. Un Bitcoin vaut un Bitcoin. Un Ether vaut un Ether. Voilà. Et puis, en plus, c'est divisible, évidemment. Un Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 40 000 $. Bon, on peut acheter une fraction, heureusement, quoi. Un token non fongible, c'est un token qui n'est pas divisible et qui est associé à un élément numérique précis. Alors, ça peut être une photo, ça peut être un son, ça peut être une petite vidéo, ça peut être une œuvre d'art. C'est comme surtout sur ce créneau-là que ça se développe. Ça peut être une œuvre d'art parce que, et à ce moment-là, ça donne un droit de propriété. C'est-à-dire quand vous possédez le token associé à une œuvre d'art numérique précise, vous devenez propriétaire. Et ça a permis de monétiser cet art-là qui, avant, ne pouvait pas l'être. Parce qu'avant, il y a des artistes depuis longtemps qui créent et qui font de l'art numérique, mais une fois qu'ils postent leur création sur Internet, n'importe qui peut la copier. Et puis dire, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Ou alors, ils la diffusent et à ce moment-là, ils ne peuvent pas la vendre. Ils peuvent pas la vendre parce que n'importe qui peut la copier. Donc, voilà. Et grâce au token non fongible, à ce moment-là, peut donner un droit de propriété sur une image. Alors, évidemment, cette image, n'importe qui peut la copier, on est d'accord. Mais il n'y a que le propriétaire du token non fongible
qui peut dire j'en suis propriétaire. Et donc, ensuite, il peut le vendre. Et donc, il y a tout un marché qui s'est créé là-dessus. Donc, le NFT a permis de monétiser voilà, des objets numériques et ça a pris une ampleur énorme. C'est on va dire, la grande nouveauté de l'année 2021, on va dire. 2020-2021, ça a démarré là. Et c'est un marché qui prend une ampleur énorme. C'est en train de venir. Il y a des artistes qui créent des NFT pour, on va dire, communiquer avec leur communauté. Ils mettent, par exemple, des extraits de musique ou des choses comme ça qui vendent. Ça permet, eux, de gagner de l'argent déjà. Et puis, ça permet de fidéliser une communauté. Donc, certaines maisons de disques qui participent aussi, quoi. Les GAFA, eux, ils sont justement dans un modèle complètement vertical, quoi. C'est-à-dire, quand on rentre sur Facebook, quand on rentre sur Amazon, voilà, il faut créer un compte et tout est piloté par la société mère, quoi. Voilà. Donc, on est un système complètement vertical et la blockchain qui fonctionne en réseau, complètement distribué, décentralisé, ça vient remettre en cause leur modèle, quoi. Donc, ça leur plaît pas trop. Mais ils doivent faire avec en même temps, quoi. Voilà. Donc, mais disons que c'est une façon de proposer une nouvelle façon de concurrencer les GAFA. C'est-à-dire, on peut imaginer, par exemple, Uber, ils prennent, je crois, 25% de commission, donc c'est quand même assez énorme. On pourra tout à fait imaginer créer un Uber sur la blockchain, où donc on pourra mettre en correspondance les gens qui ont une voiture et les personnes qui veulent prendre le taxi. Et sur la blockchain, on aura des frais de fonctionnement qui seraient nettement inférieurs, donc on peut avoir une commission beaucoup plus faible. Alors voilà, techniquement, c'est possible. Maintenant, il n'y a pas encore de service en tant que tel qui existe parce qu'il faut quand même créer la société et se faire connaître. Mais je veux dire, techniquement, c'est possible. Et donc, l'avantage énorme de la blockchain, de tout ce qui tourne autour de la blockchain et crypto-monnaies, c'est que ça peut permettre de remettre en cause un peu le pouvoir des GAFA, hein, qui sont peut-être un peu trop puissants. Et ça peut aussi permettre à l'Europe, qui a loupé le premier train, hein, qui a loupé le train des GAFA, parce que les GAFA, ils sont tous américains. Ça peut permettre à l'Europe de faire une place, de se faire une place au soleil dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, quoi. Voilà. Facebook voulait faire un stablecoin. C'est un stablecoin. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui a connu une forte croissance. Un stablecoin, c'est-à-dire c'est relié à une monnaie, en général le dollar. Voilà. Le stablecoin le plus connu, c'est le Tether, c'est l'USDT. Il y a aussi l'USDC. Un USDT ou un USDC est égal à $1. Son écosystème pour que les gens qui sont membres de Facebook puissent s'échanger, voilà, la monnaie. Mais ça n'a pas marché parce que là, les autorités monétaires, les banques centrales se sont dit si Facebook se lance là-dedans, ça peut devenir très gros tout de suite. Et ces gens-là n'aiment pas la concurrence, parce que la monnaie, c'est du ressort de l'État depuis toujours, et le Bitcoin vient remettre en cause ce monopole. Donc, c'est pour ça que les dirigeants de banque centrale et les ministres des Finances n'aiment pas Bitcoin et l'accusent de tous les maux. Alors, financement du terrorisme, machin, etc., l'argent de la drogue, machin. Bon, c'est faux, hein, on le sait, mais voilà. Mais il faut casser du sucre sur le dos de Bitcoin, voilà. Et quand ils ont vu Facebook lancer un projet comme ça, ils ont dit que ça va vraiment populariser les cryptos. Donc, ils ont fait en sorte que ça ne se fasse pas. Mais bon, ce n'est que partie remise et ça ne va pas ralentir la diffusion des crypto-monnaies dans le monde. Moi, je n'ai pas envie qu'il y ait une seule monnaie dans le monde dirigée par un gouvernement mondial parce que ce serait une restriction de liberté énorme. Quand il y a plusieurs monnaies, au moins, il y a un peu de liberté. Si on n'a plus confiance dans l'euro, on peut acheter un peu de dollars, un peu de couronne norvégienne, un peu de francs suisses. Bon, cette liberté-là, elle est quand même essentielle, quoi. Aller vers une monnaie mondiale et puis ensuite, je suis sûr, supprimer le cash, évidemment. Comme ça, l'État pourrait suivre toutes les transactions des gens. C'est quand même un peu une atteinte à la liberté, quoi. Voilà. Donc, le projet de Bitcoin, il n'est pas de supprimer les monnaies, il est d'offrir une opportunité, une alternative aux monnaies. Voilà. Maintenant, si les monnaies sont mal gérées, ce qui est le cas,
eh bien, le Bitcoin prendra de plus en plus d'importance. Si les monnaies étaient correctement gérées, c'est-à-dire sans trop de déficit budgétaire et sans planche à billets et donc sans inflation, le Bitcoin vaudrait moins que ce qu'il vaut aujourd'hui. Et même si on remonte un peu l'histoire, si on était resté dans Bretton Woods, c'est-à-dire l'équivalence entre la monnaie et l'or, hein, qui a été rompu le 15 août 1971 par Richard Nixon quand il a suspendu la convertibilité entre l'or et le dollar. Si on était resté dans un système de monnaie lié à l'or, Bitcoin serait quand même certainement apparu, mais il vaudrait nettement moins cher qu'aujourd'hui. Donc Bitcoin, c'est plutôt une planche de salut face à des États qui gèrent très mal leur monnaie. On voit au Venezuela, il y a de l'hyperinflation et les gens qui ont du Bitcoin, eux, ils peuvent manger à leur faim. Et puis dans des pays où il y a beaucoup d'inflation, comme l'Argentine ou la Turquie, ils sont à 50%, ou des pays comme le Nigeria, où il y a aussi un contrôle d'échange, etc. Bien, le Bitcoin est vraiment utilisé par les gens comme monnaie de transaction pour contourner ces limitations. Et ça permet aux gens de sauvegarder un peu leur pouvoir d'achat, quoi. Voilà. Donc s'il se produit la même chose en Europe, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'avec une inflation qui se met vraiment à déraper, à dépasser les 10%, les gens vont voir fondre leur épargne à vue d'œil. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui vont se dire, faut que je trouve autre chose. Donc, il y aura un peu l'immobilier, il y aura l'or physique, et puis il y aura le Bitcoin aussi. Voilà, évidemment. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de sites qui cherchent à prendre l'argent aux gens. Donc, il faut aller sur des plateformes qui sont reconnues. Voilà, j'ai parlé de Binance tout à l'heure, qui est numéro 1 mondial. Il y a aussi Coinbase ou Kraken, qui sont deux gros plateformes américaines et qui ont des filiales en Europe. En France, on a des acteurs, j'ai parlé de Premium aussi tout à l'heure, qui est un des plus anciens. Il y a aussi CoinHouse, qui est l'anciennement la maison du Bitcoin. Et en France, il y a un statut, le statut PSAN, délivré par l'autorité des marchés financiers, qui offre quand même des garanties que la boîte est correctement gérée, qu'il y a les compétences techniques, qu'il y a un matelas financier, etc., qui fait qu'on peut avoir confiance. Et donc, Premium et CoinHouse ont ce statut. Hein, donc, ce sont des sociétés de confiance, voilà. Donc, il faut regarder ces différentes plateformes. Ensuite, on crée un compte, exactement comme on crée un compte bancaire. On voit sa carte d'identité, un justificatif de domicile, etc. Voilà, ça prend un peu de temps. Après, on fait un virement SEPA de sa banque vers la plateforme. Donc, tout ça, ça prend aussi du temps parce qu'il faut permettre à sa banque de demander l'autorisation à sa banque de faire un virement SEPA. Voilà. Et puis ensuite, on peut acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Voilà. Je dis par rapport à la situation actuelle où on voit l'explosion des prix, un redémarrage de l'inflation. Alors, en France, on est presque à 5%, mais je pense que l'inflation est un peu sous-évaluée. Mais en Allemagne, ils sont à 7%, en Espagne, à 10%. Donc, ça commence à devenir inquiétant. Donc, je dis, regardez votre épargne parce que si elle est sur des livrets A qui rapportent 1%, sur l'assurance vie qui rapporte 2%, votre épargne va vraiment fondre comme neige au soleil. Donc, je dis aux gens, posez-vous sérieusement la question. Alors, de l'or physique et du Bitcoin, voilà. Et alors, le Bitcoin, le conseil que je dis quand on investit dedans, c'est que le cours est très volatile. Donc, il faut investir avec un horizon de placement de 3 à 4 ans minimum. Donc, si on investit dans le Bitcoin, c'est de l'argent dont on est certain de ne pas avoir besoin dans les 3-4 ans qui viennent. Voilà, parce que c'est volatile, donc on peut être perdant au bout de 6 mois, on peut aussi être gagnant, mais voilà, voilà. Mais je dis aux gens, posez-vous sérieusement la question, parce que là, votre épargne va vraiment souffrir avec l'inflation qui revient en force et qui est là pour durer. Voilà. Merci à Philippe d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.